Dans un village où chaque rideau dissimule une vérité, une vieille tasse ébréchée peut contenir plus de secrets qu'un coffre-fort. Lorsque Miss Marple s'assied avec son thé, les apparences cèdent doucement la place aux révélations. Un amour trahi, un silence coupable, et cette justice du cœur que nul tribunal ne saurait rendre. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Cranley Street. Mary s'étirait sous un ciel pâle, où les nuages semblaient peser aussi lourds que les souvenirs. Miss Marple, emmitouflée dans son manteau de laine bleue, descendit du fiacre avec la lenteur méthodique de celle qui n'était jamais pressée, mais toujours attentive. Sur le seuil de la maison du presbytère, une femme au sourire aimable l'accueillit avec chaleur. Mrs. Latimer, une ancienne camarade de lointaines années de pension. « Jane, tu n'as pas changé, sauf peut-être tes yeux, ils voient toujours trop clair. » Ce compliment discret fit sourire Miss Marple, qui fut bientôt installée dans une chambre coquette donnant sur les jardins d'automne. Elle était venue pour quelques jours de repos, disait-on. Mais dans les villages anglais, le repos est souvent troublé par des silences trop épais. La demeure des Grant, située à l'orée du parc de chênes, semblait désertée par la vie. Miss Marple s'y rendit dès le lendemain, accompagnée de Mrs. Latimer, pour une visite de courtoisie. Une odeur de cire et de vieilles roses régnait dans l'entrée, mêlée à celle, plus sourde, du renfermé. Nul bruit, sauf le tic-tac d'une horloge dissimulée quelque part dans les hauteurs. La gouvernante les introduisit dans un salon vaste et peu éclairé. « La famille ne reçoit guère depuis l'événement », chuchota-t-elle. On sentait que chaque pièce avait été figée dans un instant d'avant, comme si l'on redoutait qu'un seul geste ne fasse s'effondrer une vérité trop fragile. Miss Marple posa un regard curieux sur les détails. Les rideaux tirés à demi, les coussins encore marqués d'une assise récente, un flacon de parfum oublié sur une console. Mais c'est un bouquet de roses blanches, fanées jusqu'au brunissement, qui retint son attention. Il trônait dans un vase de cristal au centre de la table basse. Les pétales repliés semblaient murmurer quelque chose de non dit. Un tel bouquet, conservé après les noces, ne signifiait pas simplement le deuil. Il trahissait une fixation, une volonté de ne pas laisser mourir une illusion. Miss Marple s'approcha légèrement, sans le toucher. Il y avait là un attachement douloureux, peut-être même une sorte de remords. La jeune veuve entra presque sans bruit. Felicity Grant, à peine 20 ans, avait la silhouette droite mais les épaules affaissées. Ses yeux, d'un gris perle, conviction, et répondit aux questions par des phrases courtes, apprises. Elle portait encore une robe de crêpe noire, bien qu'un mois se soit écoulé depuis l'accident. Miss Marple nota que ses mains, posées bien droites sur ses genoux, tremblaient à peine, mais tremblaient quand même. Plus frappante encore, la jeune femme semblait absente à elle-même, comme détachée du rôle qu'on lui avait assigné. Ce n'était pas tant le deuil qui l'habitait, pensa Miss Marple, que quelque chose d'indéchiffrable, un vide actif. Mrs. Grant entra peu après, droite comme un chêne centenaire. Son port était altier, sa voix calme, mais ferme. Elle remercia Miss Marple de sa visite avec une courtoisie rigide. Lorsqu'elle évoqua le mariage de son fils, elle le fit avec la froideur administrative d'un contrat mal ficelé. C'était précipité. Mais Edward savait ce qu'il voulait. Il était de santé fragile, il fallait penser à l'avenir. Elle jeta un regard à Felicity, puis reprit plus bas. « Ma belle-fille a bon fond, elle apprendra. » Miss Marple, attentive, notait chaque mot, mais surtout ce qui n'était pas dit. Une mère éplorée ne parle pas ainsi. Une belle-mère protectrice, encore moins. Ce fut autour d'un thé servi dans une porcelaine ancienne que Miss Marple fit glisser la conversation sur le mariage lui-même. Ni faire-part public, ni cérémonie au grand jour. Un petit cercle, 2 témoins, une robe modeste. Felicity baissa les yeux. Mrs. Grant haussa légèrement les épaules. Il n'aimait pas les mondanités. Cela nous ressemblait. Les villageois n'avaient guère été conviés, et le vicaire avait mentionné un acte signé en toute discrétion. Miss Marple se demanda à voix basse si Edward était apparu heureux ce jour-là.
Felicity répondit d'un ton si bas qu'on aurait cru qu'elle parlait d'un rêve. Il était très silencieux. Le sucre n'avait pas fondu dans sa tasse. Le lendemain matin, Miss Marple descendit seule au marché du village. Là, entre les étals de pommes et les bouquets d'œillets, les langues se déliaient. Deux commères, penchés sur un panier d'œufs, glissèrent un nom. Les Grant, toujours un malheur au mariage. Un homme âgé évoqua un frère d'Edward, mort jeune. Une jeune mère chuchota que le domaine était maudit depuis la guerre. Nul n'osait dire les choses directement, mais tous semblaient s'accorder sur une chose. La famille portait en elle un trouble ancien. Miss Marple, tout en choisissant une botte de carottes, enregistrait avec soin ses bribes d'orales légendes. C'est dans le jardin, en fin d'après-midi, que le murmure prit forme. Mrs. Grant, marchant lentement entre les haies taillées à la française, s'arrêta devant un massif de lavande desséché. « Vous savez, Miss Marple, certaines lignées portent leur croix. Ce n'est pas une question de faute, c'est dans le sang. » Elle se tut un instant, le regard perdu vers l'horizon. Édouard n'était pas fait pour le bonheur. Aucun de nous ne l'est vraiment. Puis elle reprit sa marche, comme si elle n'avait rien dit. Miss Marple, restée en arrière, sentit un frisson lui remonter l'échine. Ce n'était pas seulement une réflexion triste. C'était un aveu, ou une mise en garde. L'accident s'était produit 2 jours seulement après le mariage, et pourtant les obsèques avaient été réglées avec une célérité presque irréelle. Tandis que Miss Marple terminait sa 2e tasse de thé au salon du presbytère, une réflexion sourde s'imposa à son esprit. Elle avait vu bien des familles éplorées, des veuves murées dans le silence, des mères anéanties par le chagrin, mais jamais un deuil aussi maîtrisé, aussi contenu que celui des Grant. La vieille demoiselle savait qu'il existait des douleurs muettes, mais ici c'était autre chose, une mise en scène. Et derrière le rideau soigneusement tiré du chagrin, elle sentait une question plus vaste. Pourquoi un homme jeune, récemment marié, aimant la chasse et les longues promenades, se serait-il aventuré seul dans le bois par une matinée brumeuse? Et pourquoi cette hâte à en clore les conséquences? En bonne connaisseuse de la nature humaine, Miss Marple entreprit de recouper les récits, sans jamais poser la même question 2 fois de la même façon. Au salon de thé, madame. Fairclough assurait qu'Edward était parti dès l'aube, fusil en bandoulière, seul, comme à son habitude. Mais selon la boulangère, il avait été vu peu avant 9 heures, discutant vivement avec un homme près du muret de la propriété. Le jeune jardinier, lui, avait entendu un coup de feu à 11 heures précises, alors que l'on disait généralement que la mort avait eu lieu bien plus tôt. Et puis il y avait le témoignage d'une domestique de la maison, affirmant que Felicity s'était mise à trembler lorsqu'elle avait entendu la nouvelle, avant même que quiconque ne lui ait officiellement annoncé quoi que ce soit. Ces divergences, que beaucoup auraient attribuées à la confusion du deuil, formaient déjà pour Miss Marple un canevas bien plus serré. Un après-midi gris, elle fut invitée à prendre le thé chez Madame Grant, à la demeure des Chênes. Tandis qu'elle écoutait poliment les propos sans substance de son hôtesse, son regard glissa sur le manteau de la cheminée, puis vers la vitrine du salon. Un fusil y trônait, présenté comme une pièce décorative. Il était remarquablement entretenu, trop même. Le bois était ciré, le métal lustré comme au premier jour. Une arme de chasse, après usage, porte toujours les traces de l'herbe, de la poudre ou des mains fébriles. Celui-ci, au contraire, semblait sanctuarisé. Miss Marple s'en approcha sous prétexte d'admirer la gravure. Un détail attira son œil. Une infime tache rouge, imperceptible à l'œil inattentif, dans l'interstice de la gâchette. Un doigt mal essuyé? Une maladresse? Ou un reste d'une scène plus troublante que ce qu'on voulait bien croire? En quittant la maison, Miss Marple s'arrêta un instant dans l'allée du parc. Là, allongé près du porche, reposait un setter roux, grand et élégant, dont les yeux semblaient noyés dans une absence profonde. Le chien d'Edward, fidèle compagnon de chasse, ne remuait même plus la queue. Une domestique murmura. « Depuis le jour de l'accident, il ne mange presque plus. Il n'aboie plus non plus. » L'animal, jadis vif et joyeux, semblait s'être vidé de lui-même, comme s'il avait vu, ou senti, quelque chose d'incompréhensible. Pour Miss Marple, les bêtes n'ont pas le langage, mais elles savent ce qu'est la perte ou la peur.
Ce fut en rangeant quelques affaires anciennes dans la bibliothèque que la jeune servante Molly évoqua une lettre. Monsieur Edward écrivait souvent le matin, vous savez. Mais ce jour-là, il avait laissé une enveloppe ouverte sur son pupitre. Il n'a pas eu le temps de la poster. Miss Marple, avec douceur, demanda à la voir. L'écriture était nerveuse, mais décidée. La lettre, adressée à un certain C, évoquait une décision douloureuse mais nécessaire. Des regrets mêlés d'un sentiment d'émancipation. Je ne peux pas continuer ainsi. Ce mariage, c'était une erreur, mais je ne veux pas faire de tort à qui que ce soit. Ce ton n'était pas celui d'un homme amoureux, ni même d'un homme heureux. C'était le ton de quelqu'un qui cherchait à fuir. Le lendemain, dans un chemin creux bordé de fougères, Miss Marple croisa Monsieur Steeple, le garde-chasse en retraite qui avait travaillé pour les Grant pendant près de 20 ans. Elle entama la conversation avec sa douceur habituelle, évoquant la chasse, les chiens, les bois. Et c'est presque par inadvertance que le vieil homme déclara. « J'avais été appelé pour accompagner Edward ce matin-là, comme d'habitude. Mais la veille au soir, madame, Grant m'a dit qu'il partirait seul. » Il fronça les sourcils. C'est étrange. Monsieur Edward n'aimait jamais aller seul. Il disait que les bois le rendaient nerveux. Miss Marple hocha la tête. Encore une anomalie. Une de plus. Mais qui avait intérêt à ce qu'il parte seul ce matin-là? Elle se rendit ensuite chez Monsieur Farlow, le notaire du village, un homme discret et convenable, aux cheveux clairsemés et aux manières précautionneuses. Elle évoqua avec légèreté la brièveté de la procédure après la mort d'Edward. Le notaire, mal à l'aise, reconnut que le certificat de décès avait été rédigé rapidement. Madame Grant souhaitait que tout soit fait dans la dignité et la discrétion, dit-il. Mais Miss Marple perçut une gêne plus profonde. Il ajouta « On ne m'a pas laissé voir le corps. Le médecin a signé seul. Et très vite. » Un silence pesa. Ce n'était pas une habitude, et surtout pas dans un cas aussi sensible. Pourquoi une telle précipitation à fermer le dossier? Grâce à une faveur discrète auprès de l'infirmière paroissiale, Miss Marple obtint un aperçu du certificat de décès. Elle le lut longuement, ligne par ligne. L'heure du décès était approximative, les circonstances décrites de manière vague. Plus troublante encore, la signature du témoin était raturée, remplacée par une autre, celle de l'intendant de la propriété. Une main tremblait, mal assurée. Enfin, la cause du décès mentionnait « blessure crânienne due à un tir accidentel », sans qu'aucune autopsie ne semble avoir été réalisée. Ce n'était pas un document falsifié. C'était un document rédigé pour être oublié. Miss Marple replia le papier avec soin. Elle avait désormais entre les doigts le fil discret d'une histoire cousue trop vite. Et le tissu commençait lentement à se déchirer. Le salon était parfaitement disposé. Napperon frais, service à thé en porcelaine de Limoges, petit gâteau disposé avec un soin maniaque sur un plateau d'argent. Mrs. Grant, droite dans son tailleur anthracite, servait elle-même, avec des gestes précis, une expression figée sur le visage. Miss Marple, installée dans un fauteuil légèrement trop bas, observait la scène avec une politesse calme. Elle connaissait ce genre de thé, celui qu'on ne sert pas pour réconforter, mais pour affirmer une maîtrise, une face à l'attention des vraies questions. Et pourtant, derrière cette perfection presque cérémonieuse, flottait une tension sourde, une attente que personne n'osait nommer. Une tasse glissa à peine sur sa soucoupe, comme si elle avait quelque chose à dire. Mais que tentait-on ici de cacher, précisément sous les apparences de l'ordre? Plus tard, sous prétexte de visiter la maison, Miss Marple suivit la gouvernante dans l'escalier. Les marches, bien cirées, grinçaient malgré tout légèrement, comme pour souligner le silence ambiant. Elle nota les tableaux de famille, portraits d'hommes sévères et de femmes pâles, le regard tourné vers un lointain effacé. À l'étage, toutes les portes étaient entr'ouvertes, sauf une. La chambre nuptiale, expliqua la gouvernante d'un ton gêné, restait fermée, par respect et pour préserver l'atmosphère. Les rideaux, derrière la vitre, étaient tirés si étroitement qu'aucun rayon de soleil n'y pénétrait. Miss Marple s'arrêta un instant devant la porte. Une odeur presque imperceptible s'en échappait, celle d'un parfum fané, d'un linge ancien et d'une solitude entretenue.
Qui voulait-on vraiment protéger en gardant cette pièce dans l'ombre? De retour au salon, Madame Grant reprit la conversation avec une aisance bien rodée. Elle parlait de la santé fragile de Felicity, de ses angoisses d'enfant, de son tempérament nerveux qui, depuis le drame, s'était encore détérioré. Elle a toujours été délicate, impressionnable, dit-elle en tournant doucement sa cuillère dans sa tasse. Édouard avait bon cœur. Il voulait la sauver d'elle-même. Miss Marple hocha la tête, comme si elle acquiesçait, mais son esprit s'éloignait déjà. Car sous cette évocation de fragilité se cachait autre chose. Une volonté de réduire Felicity à une silhouette de verre, une figure passive que l'on pouvait modeler selon ses besoins. Mais Felicity était-elle vraiment si instable, ou simplement étouffée par une autorité trop bienveillante pour ne pas être suspecte? À un moment, Madame Grant évoqua une promenade dans les jardins, un souvenir d'avant le mariage. C'était une belle journée, je me souviens, et Charles avait apporté du thé glacé. Le prénom fut prononcé naturellement, sans insistance, mais Miss Marple le releva aussitôt. Charles. Aucun Charles n'avait été mentionné jusqu'ici. Un cousin de Felicity? Demanda-t-elle doucement. Oh non, un ami, de longue date. Une vieille histoire, sans importance bien sûr. La phrase tomba avec un sourire trop rapide. Mais dans la voix de Madame Grant, une infime vibration avait trahi quelque chose de plus profond. Pourquoi ce Charles, effacé du récit officiel, refaisait-il surface sous forme d'un souvenir apparemment anodin? En quittant la pièce pour répondre à un appel, Madame Grant laissa Miss Marple seule un instant. Celle-ci parcourut du regard les objets décoratifs, les bibelots alignés avec soin sur la cheminée. Tout dans cette maison semblait vouloir effacer les aspérités du passé. Pourtant, l'ordre trop parfait cachait des trous. Sur un guéridon, une photographie avait été déplacée récemment. On distinguait la trace du cadre sur la nappe. Dans une corbeille à journaux, Miss Marple aperçut un numéro ancien d'un hebdomadaire local, plié à une page annonçant les fiançailles d'une certaine Felicity M avec un nom raturé à l'encre. Le contrôle de Madame Grant n'était pas seulement maternel, il était narratif. Elle écrivait, réécrivait et effaçait l'histoire de sa belle-fille à mesure qu'elle en reprenait le fil. Un peu plus tard, depuis la fenêtre de sa chambre d'amis, Miss Marple aperçut Felicity dans le jardin. Elle était seule, immobile, face au vieux banc de pierre, les mains croisées devant elle. Sa robe noire se fondait dans le paysage automnal, et son visage, à demi tourné, semblait absent. Il y avait dans sa posture une forme de renoncement, mais aussi une attente, comme si elle écoutait quelque chose dans le vent, ou guettait une apparition. Elle resta ainsi de longues minutes, sans bouger, jusqu'à ce que Madame Grant sorte de la maison, traverse la pelouse et pose une main légère sur son bras. À ce moment-là seulement, Felicity tourna la tête. Son visage resta inexpressif, mais Miss Marple crut voir une contraction infime au coin de sa bouche. Était-ce une soumission ou le début d'une révolte silencieuse? Cette nuit-là, le silence de la maison semblait plus épais que d'habitude. Miss Marple, réveillée par le hoquet discret d'une horloge, crut entendre un bruit venu de l'étage. Une plainte étouffée, comme un sanglot qu'on retient. Puis, quelques instants plus tard, un éclat bref, un rire, à peine audible, mais qui résonna étrangement dans le couloir vide. Ce n'était pas un rire de joie, ni même de nervosité. C'était un éclat sec, presque mécanique, qui fit frissonner Miss Marple. Dans cette maison où tout semblait peser, contenu, maîtrisé, ce son-là était une fissure. Et dans cette fissure, peut-être, se cachait la première vérité. Mais encore fallait-il savoir qui pleurait et qui riait. L'église de Cranley Saint. Mary se dressait modestement au cœur du village, enveloppée dans la brume d'un matin tiède. Miss Marple, fidèle à son pas mesuré et à sa démarche presque effacée, emprunta le sentier de gravier menant au presbytère, un petit édifice en pierre grise recouvert de lierre. Elle avait pris soin d'apporter une tarte aux pommes. Maison, avait-elle précisé, bien consciente que les douceurs sont parfois les clés des confidences. Le révérend Woodbridge, douce, l'accueillit avec chaleur. « Quelle charmante surprise, Miss Marple. Que puis-je pour vous en ce matin ?» Elle évoqua avec tact sa compassion pour la jeune veuve et son souhait de comprendre un peu mieux ce mariage si bref et si tragique. Il s'agissait, après tout,
d'une union bénie dans ses murs. Le pasteur hocha la tête, soupira. Un mariage bien étrange, en vérité. Ils s'installèrent dans le petit salon du presbytère, où flottait un parfum discret de cire d'abeille et de thé tiède. Le révérend hésita un moment, puis, baissant la voix, confia que la cérémonie s'était tenue dans une atmosphère de grande précipitation. L'annonce fut si soudaine. À peine quelques jours entre la publication et l'office, et très peu d'invités. Même parmi les paroissiens, certains n'ont appris la nouvelle qu'après coup. Ils s'étonnaient encore de cette hâte, qu'il avait attribuée à une urgence familiale ou à des raisons de santé. Mais avec le recul, dit-il, quelque chose lui paraissait désormais plus confus. Il y avait ce jour-là une tension inhabituelle, un silence que je n'ai pas su nommer. Miss Marple l'encouragea à poursuivre, sans brusquer. Le vicaire se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant la fenêtre. Edward n'était pas lui-même. J'ai célébré bien des mariages dans ma vie, et j'ai appris à lire les visages. Il était pâle, presque tremblant, les mains moites, le regard fuyant. Il n'a pas levé les yeux une seule fois pendant la bénédiction. Il se retourna, son expression devenue grave. Il ne souriait pas, Miss Marple. Pas même un sourire de convenance. Et dans le silence qui suivit, chacun sembla entendre l'écho d'un choix que l'on regrette avant même de le formuler. Que savait Edward, à cet instant précis, que d'autres ignoraient encore? Afin d'étayer ses souvenirs, le vicaire alla chercher le registre paroissial. Un grand volume relié de cuir brun, aux pages épaisses et jaunies. Il l'ouvrit à la date du mariage et fit glisser son doigt sur les écritures régulières. Mais là, un détail le fit froncer les sourcils. Tiens, c'est étrange. Une rature. Un nom inscrit puis visiblement effacé à l'encre noire, recouvert par un autre. Il s'agissait du second témoin, une place souvent attribuée à un ami proche ou à un parent. Je ne me souviens pas de cette correction. Et je suis pourtant celui qui ait inscrit les autres noms ce jour-là. Le visage du vicaire trahissait son trouble. Miss Marple, elle, observa longuement cette trace de changement. Qui avait souhaité modifier l'identité d'un témoin après la cérémonie? Et pourquoi? En quittant le presbytère pour s'attarder quelques instants dans la nef silencieuse, Miss Marple leva les yeux vers le clocher. Elle se rappelait les propos de Madame Latimer, qui avait entendu la cloche sonner ce matin-là, mais avec un retard de quelques minutes sur l'horaire habituel. Elle interrogea le vicaire sur ce point, et celui-ci parut surpris. C'est vrai. Je crois que la corde s'était enroulée malaisément. Le son est parti plus tard que prévu. Il n'y vit là rien d'inhabituel. Miss Marple, elle, s'arrêta un instant près du banc où s'asseyaient les fidèles de la première rangée. Ce décalage infime dans le rituel, ce petit dérèglement du temps sacré, n'était peut-être qu'un accident technique. Ou bien un effet secondaire d'un trouble plus profond. Le vicaire s'immobilisa soudain, l'air songeur. Il y avait un homme, ce matin-là. Je ne l'ai jamais revu depuis. Il était assis au fond de l'église, seul, vêtu de sombre. Il n'a parlé à personne, ne s'est pas avancé, n'a pas signé le registre. Je me souviens de son visage, ou plutôt de son absence d'expression. Miss Marple fronça à peine les sourcils. Un inconnu à un mariage restreint, observateur mais effacé, silencieux mais présent. Était-ce un invité non annoncé? Ou un témoin clandestin? Cette silhouette muette, surgie de la mémoire du pasteur, ajoutait une ombre nouvelle à l'événement. Dans un village comme Cranley St. Mary, on remarque toujours les visages familiers, et encore plus ceux qui ne le sont pas. Alors qu'elle prenait congé du révérend, Miss Marple remercia avec chaleur, sa voix toujours égale, ses gestes discrets. Mais en franchissant le portail du presbytère, elle s'arrêta brièvement pour contempler le jardin en friche. La voix du vicaire résonnait encore dans son esprit. Certains mariages commencent comme des enterrements. Cette phrase, prononcée sans malice, contenait pourtant une vérité. Il s'agissait peut-être pas d'une promesse, mais d'un adieu. Le vieux Tripp ne parlait guère. Depuis 40 ans, il taillait les haies, bêchait les massifs et veillait au verger comme à un sanctuaire. Sa barbe grise, sa casquette rapiécée
et son pas traînant en faisaient presque un élément du décor du domaine Grant. Mais Miss Marple savait que les hommes qui parlent peu regardent souvent plus que les autres. Elle l'aborda par une matinée fraîche, alors qu'il nettoyait les feuilles mortes au pied du grand tilleul. « Un bel automne », dit-elle, en guise d'entrée en matière. Tripp marmonna un assentiment, puis ajouta « Moins calme qu'il n'y paraît, cet automne ». Elle fit mine de ne pas avoir compris. Mais elle savait que cette simple phrase contenait un aveu en suspens. Le silence qui suivit n'était pas un refus de parler, c'était une invitation à écouter plus loin. Tripp, les yeux plissés par le soleil, finit par reprendre. Il n'avait rien dit aux autres, bien sûr. On m'écoute rarement de toute manière. Mais ce soir-là, celui de l'accident, alors qu'il faisait sa dernière ronde avant d'éteindre la serre, il avait aperçu quelque chose. Une silhouette, dans l'allée du sud. Vêtue de sombre, elle venait du bois, mais pas par le sentier habituel. Elle s'est arrêtée près de l'if, puis a disparu derrière le vieux puits. Miss Marple hocha lentement la tête. L'heure, selon lui, devait se situer bien après celle du drame officiellement admise. Tripp, prudent, ne portait pas de montre, mais il se fiait toujours à la cloche de l'église. Elle avait déjà sonné 6 fois, dit-il. Qui donc serait revenu ainsi, à la tombée de la nuit, comme pour effacer une trace plutôt que pour pleurer un mort? Le lendemain, Miss Marple demanda à jeter un œil dans l'ancienne remise à outils, un petit cabanon de bois que l'on n'utilisait plus guère depuis la modernisation des équipements. Tripp, étonné mais poli, l'y accompagna. L'odeur de vieux bois et de terre humide y était forte, presque étouffante. Sur une étagère, derrière un arrosoir cabossé, elle aperçut une paire de gants, de cuir brun, souples et élégants. Elle les prit délicatement. La paume droite était maculée de terre fraîche, l'autre portait une tache plus fine, brun-rouge, comme un résidu oublié. Pas de sang visible, non, mais peut-être un reste d'herbe tachée ou d'humus ferrugineux. Le plus curieux était leur position, soigneusement pliée, comme si quelqu'un les avait rangés avec méthode. Miss Marple les remit à leur place, le regard songeur. Qui, dans cette maison, portait des gants de cette qualité, mais les oubliait dans un lieu si improbable? Tripp lui parla ensuite d'un arbre ancien, un if noir qui trônait depuis des générations au fond du parc, entre les massifs abandonnés. Un arbre à l'écorce noueuse, que personne ne touchait plus depuis la mort du père Grant. Ils s'y rendirent ensemble. Le sol, jonché d'aiguilles sombres, semblait indifférent au passage du temps. Mais Miss Marple, attentive, remarqua que la terre autour de la base avait été récemment retournée. Une couche plus claire, humide, rompait la régularité du sol. Tripp confirma. « Je n'ai pas bêché ici. Pas depuis au moins 2 saisons. Pas de traces de pelle récentes, mais un affaissement subtil, comme si quelque chose y avait été enfoui ou retiré. Cette portion du jardin, pourtant oubliée de tous, semblait avoir servi. Mais à quoi? Seule, l'après-midi suivant, Miss Marple longea le mur arrière du domaine. Là, elle redécouvrit une vieille tranchée maçonnée, vestige du système d'évacuation des eaux d'antan. On l'appelait encore le canal mort, bien qu'il ne fût plus en service depuis des années. En descendant prudemment dans la cavité à demi comblée par les feuilles, elle distingua un éclat insolite, à moitié enfoui dans la boue. Elle se pencha, gratta doucement, et ce qu'elle en tira ressemblait à une pièce d'orfèvrerie masculine, un bouton de manchette. L'objet, encore terni de saleté, portait un motif discret gravé, une initiale stylisée. Pas une babiole, un bijou de belle facture, en or pâle. Elle le glissa dans sa poche, le cœur légèrement plus lourd. Car ce bouton, elle l'avait déjà vu. Ce bouton ne pouvait appartenir qu'à un homme de la maison. Ni au vicaire, ni à Tripp, ni à un simple invité. Miss Marple fouilla dans sa mémoire. Elle l'avait aperçu sur une chemise portée détachée et enfouie, dans un lieu aussi excentré du domaine. Il avait pu se détacher, ou être arraché. Était-ce le signe d'une lutte ou d'une mise en scène maladroite? Et surtout, comment était-il passé inaperçu jusqu'à présent? Miss Marple, en relevant les yeux depuis le creux de la tranchée, aperçut, derrière les vitres hautes du premier étage,
une silhouette familière. Mrs. Grant, debout, immobile, observait la scène depuis la fenêtre de sa chambre. Ni surprise, ni hostilité. Juste ce calme étrange qui, depuis le début, enveloppait cette femme comme un voile de lin gris. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Puis le rideau tomba. Était-ce un geste machinal? Ou une manière de tirer le rideau sur ce qu'elle venait peut-être de deviner? Dans la grande maison silencieuse, où les pas résonnaient sur les tapis élimés et les meubles semblaient observer, Miss Marple avait appris à discerner les présences visibles de celles qui pesaient davantage. Cynthia Vale, bien que ni épouse, ni sœur, ni cousine officielle, se mouvait avec une familiarité qui interpellait l'œil attentif. Elle entrait sans frapper dans les pièces, arrangeait un vase, remettait un cadre droit, demandait un thé qu'elle ne buvait pas, comme si chaque geste lui permettait de réaffirmer une place qu'on ne lui contestait pas, mais qu'on ne lui avait jamais vraiment accordée non plus. Aux yeux du personnel, elle était l'amie de toujours, à demi installée, à demi étrangère, une silhouette qui flottait entre les murs comme un souvenir trop vivant. Miss Marple, en observant cette discrète omniprésence, sentit que cette femme-là savait plus que ce qu'elle laissait entendre. Un après-midi, alors qu'elle aidait Felicity à trier de vieux papiers dans la bibliothèque, Miss Marple ouvrit un tiroir mal refermé. Elle n'aimait pas fouiller, mais certaines choses se présentent à qui ne les cherche pas. Une feuille froissée, mal pliée, en papier à lettres épais, se glissa sous ses doigts. L'encre était bleu nuit, l'écriture nette mais nerveuse. La même qu'elle avait déjà vue dans la lettre non postée. Le mot était signé « d'Édouard ». Cynthia, je n'ai pas encore trouvé les mots. Mais sache que je n'ai rien oublié. Je t'en prie, ne viens pas demain, ce serait trop cruel. Aucun doute possible, cette lettre n'était pas destinée à Felicity, ni au notaire, ni à un frère perdu de vue. Et elle n'avait pas été détruite, ni postée, simplement abandonnée dans un tiroir. Volontairement? Ou oubliée dans la confusion d'un mariage trop précipité. Miss Marple attendit la pluie. Ces jours gris, où l'on n'a rien d'autre à faire qu'ouvrir son cœur, sont propices aux vérités cachées. Cynthia, les mains autour d'une tasse qu'elle ne portait jamais à ses lèvres, se confia. Son lien avec Édouard, dit-elle, remontait à l'enfance. Ils avaient grandi côte à côte, partagé des étés, des chagrins, des livres. À l'adolescence, un baiser volé au fond d'un verger. Et puis, rien. La vie avait repris. Mais rien n'était jamais vraiment effacé. Ce n'était pas de l'amour, pas comme on l'entend. C'était autre chose. Sa voix s'étrangla à peine. Miss Marple comprit alors que ce rien avait continué à vivre, silencieux, entre eux. Non comme une promesse rompue, mais comme une fidélité non dite, trop profonde pour s'avouer. Plus tard, dans la véranda, Miss Marple ouvrit un vieil album à la reliure desserrée. Les photos en noir et blanc s'égrenaient, datées à la plume. Des anniversaires, des pique-niques, des portraits posés. Mais une page attira son attention. Une trace de déchirure nette, entre deux clichés. Le coin inférieur d'une image arrachée dépassait encore. En glissant doucement l'ongle sous la page suivante, elle découvrit un fragment. Édouard, souriant, les bras autour de deux jeunes femmes. À gauche, Cynthia. À droite, Felicity. L'image avait été soustraite, non jetée. Ce n'était pas un oubli, mais un effacement. Et qui arrache une photo à moitié ne souhaite pas seulement cacher, il souhaite préserver ce qui reste. Ce soir-là, autour d'un feu éteint, Miss Marple évoqua doucement le mariage d'Edward. Cynthia sourit d'un sourire pâle. Je n'étais pas contre Jane. Pas vraiment. Mais vous savez, Felicity est fragile, trop douce. Substance. Dans ces mots, Miss Marple perçut moins de jalousie que de revendications blessées. Cynthia n'avait jamais pu supporter que quelqu'un d'autre que soi prétende comprendre Edward. Et si elle n'avait pu l'empêcher, elle n'avait jamais réellement consenti non plus. En reprenant ses notes, Miss Marple s'attarda sur un détail oublié. Le jour du mariage, Cynthia avait disparu du cortège plus tôt qu'annoncé. Selon les registres de table et les souvenirs des domestiques,
Elle s'était éclipsée peu après le dessert. Personne ne s'en était formellement étonné. Elle avait prétexté une migraine. Mais aucune calèche n'avait été vue quittant le domaine. Et l'intendant ne se souvenait pas lui avoir ouvert le portail. Où était-elle allée? Pendant cette heure flottante où Édouard, soi-disant, s'était rendu seul au bois. Ce vide dans le récit, à peine remarqué sur le moment, résonnait maintenant comme un silence trop commode. Qui avait eu intérêt à faire oublier cette absence? Les éléments commençaient à se tisser, comme les fils d'un canevas encore embrouillé. Miss Marple les examinait avec patience. Une lettre jamais envoyée, un regard échappé d'un passé plus intime que prévu, une photo arrachée, une disparition inaperçue. Tout semblait pointer non vers une mène, mais vers un amour déçu, refusé, transformé en obsession discrète. Cynthia n'était pas de celles qui tuent par impulsion. Mais l'amour, quand il n'est pas rendu, peut engendrer des gestes silencieux et radicaux. Et si l'on ne peut posséder, alors peut-être détruire pour effacer. Miss Marple n'avait pas encore la preuve, ni le détail qui refermerait la boucle. Mais dans ce triangle, Edward, Felicity, Cynthia, l'un au moins avait toujours été de trop. Le cabinet de maître Horace Selwyn donnait sur la place principale de Cranley Saint. Mary. Une enseigne sobre, une porte en bois sombre, un intérieur poussiéreux où les papiers paraissaient avoir vieilli plus vite que les hommes. Miss Marple y fut reçue avec la courtoisie effacée que le notaire réservait aux dames respectables du comté. Installée face à lui, elle aborda prudemment le sujet qui l'intéressait. Elle s'étonnait, dit-elle, de ne pas avoir entendu parler du testament d'Edward Grant. Maître Selwyn hésita, but une gorgée d'un thé tiède, puis avança à demi-mot qu'un document avait bien été évoqué. Peu avant les noces, Edward était venu seul. Il voulait discuter d'un changement. Il n'était pas rare que les jeunes mariés révisent leurs dispositions patrimoniales, mais le ton de Selwyn trahissait un malaise plus profond. Ce testament avait-il réellement été rédigé? Et si oui, où était-il désormais? Miss Marple demande à consulter les papiers transmis par la famille après le décès. Le notaire ouvrit un dossier cartonné, en retira plusieurs chemises et les étala sur le bureau. Tout semblait en ordre. Certificat de décès, inventaire des biens, lettres anciennes, donations datées. Mais entre deux chemises numérotées, elle nota un vide. Le classeur n'avait pas été refermé correctement. L'écartement entre les onglets suggérait qu'un document avait été retiré. Pas un oubli, un retrait. Un vide précis, comme si une main avait choisi de faire disparaître quelque chose, tout en maintenant l'illusion d'un ensemble intact. Elle ne dit rien sur le moment, mais sa conviction grandissait. Quelqu'un avait tout fait pour que ce testament ne soit pas retrouvé. Plus tard, au domaine, Miss Marple fut autorisée à entrer dans le bureau d'Edward, une pièce aux murs lambrissés, aux étagères pleines de livres techniques, de récits de voyage, de carnets personnels. Rien de suspect à première vue. Mais sur le manteau de la cheminée, un cadre photo retint son attention. Il était légèrement de travers, comme si on l'avait déplacé sans soin. Elle le redressa, et en le manipulant, perçut un jeu anormal dans le fond. Le dos du cadre avait été retiré, puis replacé à la hâte. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, derrière le carton, se trouvait une cavité mince, vide, une cachette. Elle n'en dit rien à la gouvernante qui l'observait à la porte, mais dans son esprit, les hypothèses prenaient forme. Edward aurait-il dissimulé un document ici, à l'abri des regards, un document que d'autres auraient pu retrouver avant elle? Revenant sur sa visite au cabinet, Miss Marple interrogea à nouveau Maître Selwyn lors d'une rencontre fortuite au jardin du presbytère. Il se montra plus bavard en plein air, loin des boiseries et du formalisme. Edward m'avait parlé de modifier la clause principale. Il voulait faire de Felicity son héritière directe. Jusque-là, la fortune devait revenir à sa mère, conformément à la tradition familiale. Il m'a dit, mot pour mot, « Elle n'a rien, Felicity, et elle mérite mieux que des miettes. » Le notaire se souvenait de la gravité de sa voix, du regard ferme. Mais le testament, bien qu'entamé, n'avait pas été formellement signé. Edward avait demandé un délai. Il devait revenir après la lune de miel. Mais il n'en avait pas eu le temps.
Ou plutôt, quelqu'un avait-il jugé qu'il valait mieux qu'il n'en ait jamais l'occasion? De retour au domaine, Miss Marple s'enquit discrètement de la clé du bureau d'Edward. Selon les habitudes de la maison, elle était toujours gardée dans un tiroir fermé de la chambre de Mrs. Grant, à disposition uniquement de l'intendant ou du maître de maison. Mais la gouvernante, après quelques réticences, admit que la veille du drame, elle n'avait pas retrouvé la clé à sa place habituelle. Elle avait cru à une erreur de rangement, peut-être un emprunt temporaire. Elle a réapparu 2 jours plus tard, dans un vide-poche du vestibule, murmura-t-elle. Miss Marple comprit aussitôt. La clé avait été prise sans autorisation, puis remise discrètement, comme si rien n'avait été déplacé. Qui avait eu le besoin, ou le courage, d'entrer dans ce bureau la nuit précédant la mort? Ce fut un jeune domestique, Henry, timide et discret, qui fournit sans le vouloir un nouvel éclairage. En nettoyant le couloir du rez-de-chaussée tard dans la soirée précédant le drame, il avait vu Felicity, seule, sortir du bureau d'Edward. J'ai cru qu'elle allait se coucher. Mais elle est descendue avec une bougie. Je l'ai vue franchir la porte, qui était entr'ouverte. Lorsqu'il l'avait revue plus tard, elle remontait l'escalier, le visage pâle, sans dire un mot. Aucun autre membre de la maison ne se trouvait à proximité. Officiellement, Felicity s'était retirée dans ses appartements après le dîner. Mais cette apparition dans le couloir modifiait la chronologie. Était-elle venue chercher une lettre? Un document? Ou simplement une vérité qu'elle n'avait pas encore osé nommer? Miss Marple, de retour dans sa chambre, relut ses notes. Ce n'était pas tant le testament disparu qui la troublait, mais tout ce qu'il révélait par son absence. Un homme prêt à rompre avec les traditions de sa famille, une mère potentiellement déshéritée, une épouse qui entrait seule dans le bureau, la veille d'une mort suspecte, une clé égarée, une cachette vidée, un notaire réduit au silence prudent. Le document avait-il existé? Peut-être. Mais même sans preuve matérielle, son fantôme pesait sur chaque pièce de cette maison. Il modifiait les liens, bouleversait les mobiles, redistribuait les intérêts. Et dans ce silence soigneusement entretenu, ce n'était plus un papier que l'on cherchait, mais le choix d'un homme, étouffé avant d'être reconnu. Ce fut une fin d'après-midi bien singulière à Grant House. La lumière déclinait à travers les vitraux du grand salon, dessinant sur les tapis des ombres longues et mouvantes. Miss Marple, dont la présence discrète avait jusqu'alors semblé appartenir aux meubles même de la maison, avait pris l'initiative, chose rare, de convoquer tous les membres de la maisonnée. Lady Grant, droite et raide sur le canapé, Felicity, plus pâle que jamais, ses mains jointes nerveusement sur les genoux. Cynthia, en retrait près de la bibliothèque, le notaire, Maître Selwyn, et même la gouvernante, Mrs. Chilvers, prenaient part à cette réunion qui n'avait, à première vue, rien d'officiel. « Je vous remercie d'être venu, » dit Miss Marple d'une voix douce. « J'ai pensé qu'il était temps de faire la lumière sur certains événements. Le silence, voyez-vous, finit toujours par peser davantage que la vérité. » Tous se regardèrent avec une méfiance feutrée. On entendait au loin le tic-tac mesuré de l'horloge de cheminée. Miss Marple, assise au centre comme une araignée au cœur de sa toile, n'allait pas tarder à tirer les premiers fils. Mais lesquels? Et jusqu'où mèneraient-ils? Miss Marple se leva avec lenteur, comme si chaque geste comptait, et commença à parler non pas de crime ni de mort, mais de choses menues, presque anodines. « Il est curieux, dit-elle, qu'aucun d'entre vous n'ait trouvé étrange que les rideaux du petit salon aient été tirés à midi ce jour-là, alors que le soleil baignait encore la pièce, ou que le bouquet de pivoine, des fleurs que Felicity adorait, ait été abandonné dans l'entrée, fané, sans eau, alors qu'il venait de chez le fleuriste, et ses gants, retrouvés derrière le guéridon. Des gants d'homme, pourtant trop petits pour Edward. Elle promena ses yeux d'un visage à l'autre. Felicity baissa la tête. Cynthia crispait sa mâchoire. Le notaire fronçait les sourcils. Ces éléments, pris séparément, ne disent pas grand-chose, poursuivit-elle. Mais ensemble, ils tracent une trajectoire, un mouvement dans la maison, un rythme dissonant dans l'ordinaire,
Une dissimulation. Elle laissa planer un silence avant d'ajouter, presque en confidence. Il est parfois plus révélateur de voir ce qui a été déplacé que ce qui a été laissé en place. Une tension silencieuse se fit sentir. La pièce semblait retenir son souffle. Miss Marple allait-elle maintenant parler du cœur de l'affaire? Miss Marple s'assit à nouveau, ouvrit délicatement un dossier de papier jauni qu'elle avait apporté et en tira une feuille bien connue de tous, le certificat de décès d'Edward Grant. Ce document, expliqua-t-elle, a été transmis aux autorités après le drame. Il indique une mort. Voyez-vous, il contient une anomalie. La signature du docteur Hayworth, qui aurait constaté le décès, est légèrement différente de celle qu'il utilise depuis des années. La boucle du H n'est pas la même, et la date porte une rature inhabituelle. Or, le bon docteur m'a confié n'avoir jamais rédigé ce certificat. Il était en visite hors du comté ce jour-là. Un murmure parcourut la pièce. Lady Grant laissa échapper un cri étouffé. Selwyn pâlit. Ce certificat, mes chers amis, est un faux. Quelqu'un a tenu à faire croire à une mort naturelle. Quelqu'un a voulu qu'on enterre une vérité, trop vite, et sans autopsie. Miss Marple croisa les mains. Et cette précipitation en dit long. Elle ne relève pas seulement du deuil, mais d'une stratégie. Une fuite, peut-être, ou une disparition maquillée. Le mot était lâché. Disparition. Mais de qui? Miss Marple se pencha légèrement en avant, comme si elle murmurait une confidence aux murs eux-mêmes. Edward Grant était un homme partagé. Il avait épousé Felicity, et je crois sincèrement qu'il l'estimait. Mais il traînait derrière lui une ombre, une histoire ancienne, peut-être jamais close. Elle lança un regard fugace vers Cynthia, dont les lèvres étaient pincées avec force. Il avait tenté de concilier deux réalités, deux attentes. D'un côté, le devoir filial, les convenances, l'héritage. De l'autre, un attachement ancien, profond, dissimulé. Mais ce genre de duplicité laisse toujours des traces. Miss Marple marqua une pause. Et si Edward avait senti qu'il allait tout perdre? Que ni l'amour ni le patrimoine ne lui offriraient un refuge durable. Elle sortit une lettre, chiffonnée, que Felicity avait retrouvée dans un tiroir. Signée d'Edward, non envoyée, adressée à Cynthia. Les mots y étaient ambigus, entre aveu et rupture. Une dernière tentative de clarifier l'inavouable. Cette lettre ne parle pas de suicide, comme certains ont pu le penser. Elle parle de départ, d'un voyage sans retour immédiat, écrit-il. Edward avait préparé cette disparition. Il avait simulé une crise, fait rédiger un faux certificat, par qui, et s'était évanoui dans la brume. Un frisson traversa l'assemblée. La gouvernante balbutia. Mais son corps, Miss Marple hocha la tête doucement. Il n'a jamais été vu par quiconque en dehors du cercle familial. Un cercueil fermé, un enterrement hâtif, aucun témoin indépendant. Elle redressa le menton, le regard fixe. Je crois qu'Edward Grant est encore en vie, et que ce que nous avons pleuré n'était qu'un fantôme de sa propre fabrication. Mais alors, où se cachait-il? Et surtout, pourquoi maintenant? Miss Marple se leva de nouveau, ses mains jointes devant elle comme une institutrice prête à exposer un problème simple, mais aux conséquences infinies. Il m'a fallu du temps, commença-t-elle posément, pour comprendre ce qui n'allait pas avec le corps retrouvé. Les vêtements, la montre, la bague, tout semblait en ordre. Mais justement, c'était trop en ordre. Comme s'il s'agissait d'un décor savamment composé. Elle prit une inspiration. La taille du corps ne correspondait pas exactement à celle d'Edward. Les traits étaient méconnaissables, disaient certains. Et ce parfum discret, celui qu'Edward n'a jamais porté, mais que l'on aurait retrouvé sur un autre homme. Un murmure incrédule parcourut l'assemblée. Le corps découvert ce matin-là, dans le fauteuil du petit salon, n'était pas celui d'Edward Grant. C'était un inconnu, un malheureux sans attache, probablement mort ailleurs, puis transporté ici. Et c'est là que réside le cœur du stratagème. Edward a mis en scène sa propre mort à l'aide d'un cadavre étranger, pour disparaître sans éveiller de soupçons. Elle marqua une pause, avant de conclure doucement.
Mais dans toute comédie bien rodée, il suffit d'un rideau mal tiré pour laisser entrevoir la coulisse. Les regards se tournèrent lentement vers Felicity. Quelque chose, dans l'éclat de ses yeux, avait changé. Le silence, soudain, pesait comme une cloche de verre sur la pièce. Miss Marple, pourtant si frêle, tenait entre ses mots l'équilibre de tous les regards. Et c'est vers Felicity qu'elle se tourna, avec une douceur presque maternelle. « Vous l'avez compris avant tout le monde, n'est-ce pas ?» dit-elle simplement. Felicity ne répondit pas. Mais son souffle se suspendit, imperceptiblement. La veille du drame, vous avez remarqué des choses. La clé manquante, les rideaux tirés à contretemps, le parfum inconnu dans le corridor. Vous avez soupçonné quelque chose. Puis, vous avez surpris Edward, vivant, là où il n'aurait pas dû être. Miss Marple poursuivit, d'une voix qui n'avait rien d'accusateur. Il ne vous a pas vu tout de suite. Il pensait avoir réussi. Un départ sans explication, sans colère, sans dispute. Il voulait que vous soyez libre, ou du moins, c'est ce qu'il se racontait. Mais vous, Felicity, vous l'aimiez encore. Assez pour être blessé. Assez pour vous. Une seconde conscience. Ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas une vengeance froide. C'était une réaction humaine, violente, irrépressible. Il vous a supplié, peut-être. Mais les mots ont leurs limites quand le cœur saigne. Lady Grant étouffa un hoquet. Cynthia avait fermé les yeux. Même le notaire détournait le regard. Miss Marple, pourtant, ne bougeait pas. Son regard restait ancré à celui de Felicity, dont les mains tremblaient maintenant légèrement. « La vérité, dit-elle en baissant la voix, ce n'est pas que vous avez tué Edward. C'est qu'il vous a abandonné, et vous avez refusé de disparaître avec lui. Mais alors, que reste-t-il quand l'amour se brise ?» Felicity releva lentement le menton. Ses traits ne trahissaient ni terreur, ni désespoir, mais une forme de résignation grave, digne, presque douloureuse. Elle ne protesta pas. Elle ne nia rien. Un silence étrange s'installa, lourd d'acceptation. Dans ce mutisme, chacun semblait entendre l'écho de ses propres regrets. Une promesse non tenue, un mot trop vite dit, un amour mal compris. Cynthia pleurait doucement. Lady Grant fixait la moquette comme si elle cherchait à s'y dissoudre. Le notaire, gauche, se frottait les mains sans mot dire. Et Miss Marple, toujours droite dans son fauteuil, observait Felicity non pas comme une criminelle, mais comme une femme brisée, qui avait vu s'effondrer les fondations mêmes de son monde. « Il n'y a pas toujours besoin d'aveux, » murmura-t-elle. « Le silence parfois parle plus juste. » Alors Felicity ferma les yeux, et ce fut sa seule réponse. Mais dans ce silence, quelque chose s'était libéré. Miss Marple se leva avec lenteur. Elle croisa les mains dans son dos, promena son regard sur l'assemblée, puis déclara d'une voix calme. « Je ne crois pas que Scotland Yard ait besoin d'être saisi. » Un souffle de soulagement mêlé de stupeur traversa la pièce. Ce qui s'est passé ici ne relève pas du droit, mais du cœur humain. Ce n'est pas une affaire de loi, mais de chagrin, de solitude, de peur. Elle se tourna vers Felicity. « Vous n'avez rien prémédité. Vous n'avez pas agi par cupidité ni par vengeance. Vous avez seulement refusé d'être effacé. » Lady Grant hocha la tête, lentement. Cynthia se leva et prit la main de Felicity. Le notaire, après un instant d'hésitation, acquiesça à son tour. Miss Marple reprit en un murmure. « Le pardon n'est pas un oubli. C'est une mémoire pacifiée. » Puis elle s'assit, demanda doucement qu'on lui serve une tasse de thé, et, dans le cliquetis discret de la porcelaine, chacun comprit que la justice, ce jour-là, avait été rendue. Non pas par sentence, mais par vérité. Et dans les reflets ambrés du breuvage fumant, le passé pouvait enfin reposer. Le feu ronronnait doucement dans la cheminée, jetant sur les murs des ombres dansantes et apaisantes. Le salon de Miss Marple, bien ordonné, semblait figé dans une éternité familière. Les rideaux, tirés à demi, laissaient filtrer une lumière pâle d'automne, teintée de ce gris si particulier aux fins d'après-midi anglaises. Sur la table basse, un bouquet de dahlias s'affaissait élégamment, les pétales frémissant au moindre souffle. Miss Marple,
emmitouflé dans un châle d'un rose fané, tenait entre ses mains une tasse de porcelaine ancienne, ornée d'un discret motif de myosotis. Elle savourait lentement son thé, ce Darjeeling léger qu'elle réservait aux jours de réflexion. Tout dans cette scène respirait le calme retrouvé. Et pourtant, dans le silence confortable du salon, quelque chose persistait. Une présence invisible. Un écho d'événements récents dont le village ne parlait plus à voix haute. L'affaire Edward Grant avait été close, officiellement du moins. Mais pour Miss Marple, certaines vérités, même murmurées, méritaient encore d'être posées. Et cet après-midi-là, dans l'ombre douce du quotidien, elle savait que la dernière page n'était pas encore tournée. Le cliquetis familier du heurtoir retentit, brisant la torpeur tranquille de l'instant. Miss Marple esquissa un sourire léger. Elle avait deviné la visite avant même que les pas ne résonnent sur les dalles du perron. Le révérend Pritchard, de Cranley Street. Mary entra, les joues rougies par le vent et le regard à la fois curieux et embarrassé. Il avait toujours ce petit air de garçon pris en faute lorsqu'il s'aventurait sur des sujets moins spirituels. « J'espère ne pas vous déranger, Miss Marple. Je passais par là, et je me suis dit que nous n'avions pas encore parlé franchement de l'affaire, termina-t-elle avec bienveillance. Il hocha la tête, s'installant sur le fauteuil près du feu. Un silence respectueux s'installa, tandis qu'elle versait une seconde tasse. « J'avoue, dit-il enfin, que certaines choses me laissent troublé. J'aimerais tant comprendre ce que vous avez réellement pensé de tout cela. » Miss Marple observa le thé qui tourbillonnait doucement dans la tasse. Elle savait que ce n'était pas une curiosité vaine. Répondre, à sa manière. « Vous savez, mon cher révérend, » commença Miss Marple en déposant sa tasse, « j'ai souvent pensé que la douleur la plus invisible est celle des femmes qui aiment en silence. » Elle parlait posément, comme si elle reprenait le fil d'une conversation commencée bien avant. On les voit à l'église, au marché, dans leur jardin. Elles sourient, s'effacent, servent le thé sans trembler. Et pourtant, parfois, une faille minuscule s'ouvre. Un regard, un mot oublié, une lettre retrouvée. Et tout vacille. Le vicaire fronça les sourcils. « Vous pensez à Felicity ?» Miss Marple hocha la tête. « Pas uniquement. À tant d'autres, dans tant d'histoires. Mais Felicity, oui. Elle n'était ni folle ni cruelle, seulement blessée jusqu'à l'os. Elle n'a pas prémédité la fin d'Edward. Mais quand elle l'a revu vivant, fuyant, moquant le deuil qu'elle portait, il y a eu ce moment où le cœur prend le pas sur la raison. Elle soupira. C'est dans ces instants-là que naissent les gestes irréparables. Pas par haine, mais par désespoir. Et le désespoir est une chose que le droit ignore, mais que le cœur, lui, reconnaît. Le vicaire ne dit rien, mais quelque chose dans son regard avait changé. Miss Marple tendit la main vers le vaisselier. Elle en tira une tasse que le temps avait oubliée, fine porcelaine anglaise, à peine ternie, mais dont la anse présentait une fêlure nette, comme une cicatrice. « Celle-ci, » dit-elle en la posant avec soin sur la table, n'a plus servi depuis des années. C'était la tasse de Felicity, le jour de son mariage. Elle avait insisté pour boire dedans, malgré les bréchures. Un mauvais présage, avaient murmuré les cousines, mais elle avait ri. Le vicaire contempla l'objet, touché par la mélancolie étrange qui s'en dégageait. Elle l'a rangé dans l'armoire le soir même, et ne l'a plus jamais sorti. Mais elle ne s'est pas résolue à la jeter, comme si, malgré la fissure, elle ne pouvait s'en défaire. Miss Marple caressa la porcelaine du bout des doigts. C'est cela le cœur humain, mon cher ami. Une chose précieuse mais vulnérable. Quand il se brise, il ne se répare pas. Il conserve la marque, même si l'on prétend que tout va bien. Le vicaire baissa les yeux, méditatif, et la tasse, sur la table, semblait soudain plus lourde que l'histoire elle-même. Le thé s'était refroidi, les ombres s'étaient allongées. Le silence, maintenant, était moins un vide qu'un écrin. Miss Marple leva les yeux vers la fenêtre. Au loin, les branches du sycomore frémissaient dans la lumière dorée. Elle murmura, presque pour elle-même. « Les cœurs brisés n'excusent pas tout,
mais ils expliquent bien des choses. Le vicaire, silencieux, acquiesça. Il comprenait à présent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un crime élucidé, mais d'une douleur comprise. Et que la vérité, parfois, ne se proclame pas. Elle se laisse deviner dans les silences, les gestes retenus, les objets gardés. Il se leva, remercia Miss Marple d'une inclinaison de tête et s'éclipsa sans bruit. Elle demeura là, seule avec la tasse ébréchée, l'odeur douce du thé froid et ses pensées tranquilles. Dans ce petit salon de St. Mary Mead, le monde tournait lentement, sans éclat, mais avec une infinie patience. Et Miss Marple, comme toujours, veillait, non pour juger, mais pour comprendre. Et peut-être simplement pour pardonner. Ainsi s'achève cette histoire, comme un châle que l'on replie sur les genoux en fin d'automne, laissant derrière elle le frisson d'une vérité que personne n'osait nommer. Felicity n'a pas crié, n'a pas nié. Et c'est dans son silence que s'est inscrite la peine la plus juste. Mais dites-moi, jusqu'où peut-on aller par amour sans franchir la ligne du pardon? Et faut-il toujours que la loi parle, quand le cœur a déjà tout compris? Si cette réflexion vous touche, laissez un mot, un avis, un écho en commentaire. Et si l'envie vous prend de revenir, vous savez où me trouver.